Merci à vous de nous rejoindre pour ce 45 minutes d'actualité de la semaine. D'abord, les grandes lignes. Défense de l'intégrité territoriale, l'ensemble du peuple congolais est invité à jouer son rôle de patriote, tel que ne cesse d'ailleurs de le rappeler le chef de l'État, un appel suivi ici déjà par les jeunes du mouvement de défense nationale d'Iwazalendo qui ont eux décidé de prendre les armes en offensive depuis voilà maintenant 2 semaines. Ces éléments sont parvenus à réaliser des exploits en récupérant des territoires autrefois sous occupation rebelle. Esprit patriotique, disent-ils, jusqu'à quand, à quel prix, jusqu'où? Certaines confessions religieuses, du moins les membres de l'église de réveil au Congo, ne s'accordent pas au sujet du leadership au sein de cette frange de la société civile, alors qu'il a été démis de ses fonctions de représentant légal par les membres fondateurs et personnalités. Dodo Kamba est toujours reconnu à ce poste par les membres de la direction provinciale de Kinshasa. Cacophonie totale donc entre ceux qui sont censés pourtant donner et apporter un climat de paix et de sérénité dans ce processus électoral. Sont-ils crédibles? C'est la question qui se pose. Et puis corruption généralisée, manque d'indépendance et impunité, autant de griefs portés à charge des faiseurs et diseurs de droit en République démocratique du Congo. La justice congolaise est-elle un parent pauvre? La question se pose. Pourtant, c'est l'une des institutions qui se trouve actuellement dans les plus préoccupantes. État de lieu encore sombre avec comme conséquence notamment le manque d'indépendance, donc une justice vulnérable face aux autres pouvoirs de l'État. Et pour en parler avec moi ici sur ce plateau, Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, mais également président sectionnaire de l'UNPC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Allez, nous allons prendre le premier dossier. Sursaut patriotique manifesté depuis maintenant plus d'une semaine par des jeunes issus du mouvement d'autodéfense appelé Wazalendo, armes en main, qui ne sont rien d'autre que des butins récupérés face à l'offensive lancée contre le M23. Ces éléments gagnent de plus en plus de terrain dans les zones autrefois occupées par le mouvement rebelle. Ils se disent agir non en complicité avec le gouvernement congolais. Je vous propose ici de suivre ce premier dossier. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Une grandeur qui devrait être assurée autant par les forces loyalistes que par la population. La fierté d'appartenance à une nation va au-delà de porter fièrement son nom. Bien plus, elle devrait incarner le patriotisme, être prêt à défendre son territoire. Si l'implication des populations de l'Est dans la défense de leur sol n'était limitée jusqu'ici que par des manifestations pour la plupart d'ailleurs réprimées, ou encore sur papier à travers des plaidoyers, un autre temps est donné depuis quelques semaines par des jeunes qui se revendiquent des révolutionnaires. Une défense territoriale qui passe à une autre vitesse de croisière, les Wazalendo. Une percée remarquable, ponctuée par d'intenses traques des M23 sous couvert du Rwanda. Le groupe d'autodéfense à l'est de la RDC d'Iwazalendo gagne en popularité et en confiance. Tout un peuple abandonné à son propre sort en dépit des alertes on ne peut plus claires. Pendant que le gouvernement congolais poursuit sa diplomatie, notamment sur la question d'agression de sa partie est, les patriotes Wazalendo prennent la défense de l'intégrité territoriale à bras-le-corps. Les effets sont réels. Les rebelles mis en déroute, des territoires récupérés, voire occupés à nouveau par les Congolais qui avaient fui les rebelles. Nous avons déjà récupéré auprès de l'ennemi beaucoup de matériel que je ne saurais pas estimer ici parce que les lignes de Frosso multiplient Kinyandonyi, vous voyez, Kanyamahoro, Bwiza, Kichanga, ça a commencé même Busumba jusqu'à Kilolirwe. Donc le bilan matériel est largement positif. Nous avons récupéré beaucoup de matériel. Si les Wazalendo jouissent du soutien populaire, officiellement, le gouvernement n'interfère pas dans un devoir civique. C'est un concept général qui se résume à nos patriotes, qui se battent pour la défense de la patrie. Pourquoi? Parce qu'en face, vous avez des gens qui viennent massacrer, des gens qui viennent tuer. Des ressortissants du coin, voire les Congolais en général, n'hésitent pas à encourager cette bravoure. Moi, j'encourage le peuple congolais à pouvoir se prendre en charge. C'est même une obligation constitutionnelle, l'article 63 de la Constitution, qui demande à tout Congolais, a le devoir de défendre ce pays lorsqu'il fait face à une attaque extérieure.
Wazalendo, de sa traduction française, les Patriotes, se réunissent désormais dans presque chaque localité du Nord Kivu depuis la résurgence du M23 en janvier dernier. Issus des groupes d'autodéfense de ce coin du pays, pour la plupart ces jeunes sont dépourvus de famille, tués par les rebelles. Leur unique raison de vivre, leur terre. Voilà qui traduit leur détermination à ne pas céder ce qui leur reste de plus cher. Un objectif qu'ils poursuivent depuis octobre dernier, dans la finalité de participer aux élections. La demande d'enrôlement des citoyens pour permettre aux civils de voter a été expressément formulée à l'endroit du gouvernement congolais, alors que l'échéance est fixée au 20 décembre prochain. De Wazalendo, secte mystico-religieuse au Wazalendo, groupe d'autodéfense, il n'y a que le nom qui s'écrit et se prononce de la même façon. Si les premiers croient répondre à une mission divine, motivation qui les avait poussés à annoncer la marche avortée puis réprimandée par le sang en fin août dernier, dès octobre, ce sont les patriotes dictés par le sursaut d'autodéfense qui se chargent de chasser le M23 et garder les terres intactes. Détenant en temps normal des armes blanches, les munitions en leur possession sont actuellement des butins de guerre. Prévision de taille à porter pour lever tout équivoque. Les M23, dans leur fuite, seraient en train d'abandonner ces armes sophistiquées. Et les Wazalendo seraient en train de récupérer ces armes. Voilà qui vient répondre à la question pourquoi les Wazalendo sont devenus surarmés ou seraient devenus surarmés et seraient devenus forts. Cette dissuasion dont font montre les Wazalendo manque à plusieurs niveaux de prise de décision pour envoyer le signal fort du respect de la souveraineté de ce pays au cœur d'Afrique. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. La détermination des Wazalendo est-elle liée forcément à leurs origines? Défendent-ils ce coin parce que c'est le leur? Cette coïncidence ne devrait pas obstruer la question de l'amour de la patrie prôné par les pères de l'indépendance. Amour qui a longtemps caractérisé les Congolais en perte de vitesse depuis quelque temps à cause des maux qui rongent le pays. Nyiragongo et Rutshuru respirent un nouveau vent, celui du patriotisme. Jusqu'où ira cet engagement? Quelle récompense réservée à ces fils attentionnés? Quelle ligne de conduite devrait adopter ceux qui gèrent la chose publique afin de démontrer le même élan de patriotisme? Jean-Marie Kassamba, les Wazalendo gagnent de plus en plus de terrain. Comment vous expliquez justement ce sursaut? Tout Congolais peut être Wazalendo, où qu'il soit, à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, parce que nous sommes humiliés depuis très longtemps et que la communauté internationale est complice, y compris les pays de la sous-région, de ces humiliations continuelles. Ces Wazalendo sont comme les jeunes palestiniens qui font l'intifada. L'intifada, oui. Parce que leur pays, leur territoire est occupé par Israël et ils sont tués constamment. Et parfois ils n'ont que des pierres où ils fabriquent des armes d'une manière rudimentaire et ils résistent par rapport à cela. Et donc ce que font nos compatriotes de l'Est ne peut être qu'un sursaut. Un ras-le-bol exprimé? Ras-le-bol, plus sursaut, plus geste de désespoir, parce qu'effectivement ils ont attendu longtemps, alors très longtemps, pour que tout ceci ça se termine. Maintenant, après avoir dit ça, il faut analyser les choses avec nous qui avons fait l'école des stratégies et qui en allusion la situation dans tout le pays. Il faut que cette situation soit gérée par l'État. L'État a le monopole de la violence et le monopole de la défense de l'intégrité du territoire. L'État pourtant qui se dédouane, et on a suivi Patrick Mouyaya qui parle justement des mouvements d'une offensive isolée. J'explique. Tous les pays du monde, les grandes puissances du moins, utilisent les supplétifs, les groupes armés, la sécurité privée pour préparer le terrain, pour faire mener des missions, et après l'État vient pour nettoyer et s'installer. Allez, quelques exemples. La France utilise bien la Légion étrangère. Les Américains, quand il faut
toutes les guerres que vous connaissez, c'est d'abord des sécurités privées qui sont envoyées, des missionnaires, on appelle ça des mercenaires, qui sont expédiés, payés naturellement. Aujourd'hui, le groupe armé le plus populaire, pour ne pas dire célèbre, c'est Wagner, utilisé par les Russes. Et donc nous, on peut aussi utiliser tous ces moyens-là pour à la fois déblayer le terrain et venir en sursis pour compléter la situation. La difficulté que nous avons, c'est que les Wazalendo, malgré la bonne volonté, ne pourront pas faire face à la puissance de feu à la fois du Rwanda, des multinationales qui nous font la guerre. Parce que le M23, ce ne sont pas des Congolais. Vous pensez dire que c'est parti donc en échec? C'est parti en échec? Oui, c'est-à-dire que ce sont des gestes à la fois des bravoures, mais un peu de désespérance. Pourquoi? Parce que, regardez les yo-yo. Les Wazalendo, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Hier, on avait les Maïmaï. Vous vous rappelez à l'époque de Mouzé? Les Maïmaï faisaient exactement la même chose. Partout. Au Katanga, au Maniema, au Kivu. Même si après, on a connu des déboires avec ces groupes armés qui revendiquaient encore un peu plus. Moi, je pense qu'on ne s'attarde pas trop sur les Wazalendo, que l'État assume ses responsabilités. Et ces responsabilités doivent être assumées le plus vite possible parce que nous perdons encore nos compatriotes au front, d'une manière alors désespérée, parce que même s'ils prennent des armes, en face, les Rwandais et les autres font semblant de reculer, ils les reconstruisent les forces, ils rattaquent, tuent nos compatriotes, récupèrent les terrains pour encore nous faire chanter. Alors comment comprendre, quelle lecture faire justement de ce dédouanement du gouvernement? On a suivi Patrick Mouyaya, il parlait d'une offensive isolée. Quelle lecture faire? Non, c'est tout simplement de la politique officielle, on va dire ça comme ça, de la politique officielle, parce qu'il y a un cessez-le-feu qui a été signé et que officiellement l'État ne peut pas travailler avec les groupes armés. Le gouvernement dit s'en tenir d'ailleurs à ce cessez-le-feu, etc. Mais les Rwandais utilisent les groupes armés depuis Mathusalem, donc qui trompe qui? Donc nous sommes sur notre territoire, nous sommes agressés. Et donc, nous, on peut utiliser autant de moyens disponibles pour en finir. Et d'ailleurs, vous avez vu que quand ça commence à avoir un peu plus de répercussions, les sous-traitants, ou plutôt les commanditaires, ont commencé à dire à la RDC, non, il faut arrêter, il faut négocier, etc. Il faut tout simplement structurer tout ceci, les encadrer, ces Wazalendo, en logistique, en commandement, etc. Ils peuvent nous déployer le terrain et arriver à changer la... Alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas craindre un renversement de situation plus tard de ce mouvement des Wazalendo qui aujourd'hui, on l'a suivi dans ce dossier d'ailleurs, se disent ne pas être soutenu par le gouvernement? Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre peut-être dans les mois ou les années à venir qu'une rébellion autre secret, par colère de ne pas avoir été soutenue? Ben écoutez, Prigogine, c'est l'exemple type. Prigogine travaillait avec Wagner, avec l'état-major russe, qui fournissait munitions, armes, etc. À un moment donné, ils ont été un peu manipulés par les Occidentaux, mais en réalité, ils attendaient tout du gouvernement. Lorsque le gouvernement a trouvé qu'il commençait à prendre beaucoup d'espace, ils ont juste freiné un peu, et ils ont commencé à vouloir se rebeller. Et nous avons déjà des précédents. Je vous ai parlé des Maïmaï, mais il y avait d'autres groupes armés qui, malgré qu'ils signent parfois des accords, des cessez-le-feu, ils reviennent à la raison. Quand ils savent qu'ils contrôlent tel ou tel secteur, ils peuvent faire chanter la République. Donc, chat échaudé craint l'eau chaude. Je veux dire, même l'eau froide, à un moment donné, lorsque vous avez été piqué une fois, il faut prendre des précautions. Alors, on le disait tout à l'heure, c'est un sursaut patriotique, on l'a vu, les plaidoyers des civils, autrefois plutôt beaucoup plus dans des sit-ins, des manifestations publiques. Finalement, ce sont des armes qui ont été prises par ces Wazalendo dans l'Est. Est-ce que vous pensez que ce sursaut patriotique peut s'étendre dans les autres provinces, notamment à Kinshasa ou en Ituri? Les Congolais sont en colère partout. Nous qui gérons les médias, les journalistes sont en colère. Quelquefois, lorsque nous prenons des positions radicales, on nous dit vous êtes des extrémistes, non, il ne faut pas invectiver, etc., etc. Regardez ce qui se passe en ce moment en Israël. Écoutez les médias occidentaux, y compris en Europe. Le discours que ces médias tiennent aujourd'hui, si c'était tenu
ici en RDC, vous aurez vu des ambassades en train de dire oui, les médias de la haine, etc. Aujourd'hui, on a demandé même à écraser les Palestiniens. On a traité tout, ou presque, les Palestiniens des terroristes. Hein. À la rigueur, on ne reconnaît même pas que les Hamas, c'est la traduction des humiliations des Palestiniens depuis bien longtemps, comme l'OLP à son temps, comme les autres qui sont dans ces territoires occupés. Nous sommes à la fois occupés maintenant, Bunagana et les autres, mais nous sommes humiliés chaque jour. Alors, dernière question à ce sujet. C'est la colère sainte colère, sainte colère des Congolais partout, et ça doit être accompagné par le gouvernement. Justement, dernière question, jusqu'où vous pensez que les Congolais devraient manifester cette colère? Jusqu'ici, simplement dans des plaidoyers, il faudrait peut-être passer à une vitesse de croisière. Regardez Israël, je reviens encore là-dessus, ils ont perdu 2000 hommes. On a lancé recours ou l'appel à tous les réservistes. Moi, j'écoutais le ministre Nzangi qui dit qu'il va former les étudiants maintenant. J'ai entendu un autre dire voilà, il faut revenir au service national, etc. Mais il y a beaucoup de mots. Il faut concrétiser ces types d'actions par des actes. Des actes où, quand les Congolais veulent. Combien de manifestations ont été découragées à Goma? Combien de médias qui montent en ligne, pour ne pas dire au front, pour dire eh ben, il faut en finir avec ces gens. À vous entendre, vous pensez à une formation militaire plus généralisée? Mais bien évidemment, si nous voulons être respectés... Est-ce que le peuple congolais est assez mature déjà pour... Il faut que le leadership lui conduise à la maturité, à la défense des intérêts. Et regardez même les Ouazéléons de 6, malgré ce qu'ils font, ce n'est pas adoubé par l'ensemble de la population. On pense que c'est une affaire des gens de l'Est, etc. Mais imaginez-vous que si les gens de l'Est étaient autant complices des Rwandais, il y a longtemps qu'on était balkanisés. Mais eux, plus d'une fois, ils ont montré qu'ils sont rattachés à la République et qu'ils se battent à longueur de journée. Il suffit de venir ici à l'Ouest pour voir que les gens continuent à s'amuser, focaliser leur... vie au quotidien par des fêtes, par de la politique. La guerre ne se vit pas peut-être comme il le dit certains, à Kinshasa c'est différemment vécu de ceux de l'Est. Allez, nous allons prendre le second dossier. Division au sein de l'église de réveil du Congo qui actuellement connaît une période assez tumultueuse, il faudrait le dire. Il s'observe des malaises et des tiraillements quant au leadership au sein de cette institution religieuse déchue. L'évêque Dodo Kamba est accusé de malversation financière au sein du mouvement charismatique du réveil. Toutefois, il a été reconnu une fois de plus à son poste par la direction provinciale. C'est le deuxième dossier. À quelques 2 mois des élections générales, rien ne va plus au sein de l'église de réveil du Congo, structure qui préside la branche de la société civile, dite confession religieuse. Un groupe se définissant comme membre fondateur et personnalité de l'ERC a destitué le président et représentant légal de l'église de réveil du Congo. Ce groupe reproche à l'évêque général Dodo Kamba sa mégestion du financement confessionnel. Les membres fondateurs cooptés et les personnalités responsables des églises membres signataires des statuts originels formant la majorité des membres effectifs ont décidé la destitution du président représentant légal et évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganai de ce titre et ses fonctions à la tête de l'Est. Des accusations que rejette le concerné, qui dit n'être pas au courant de cette décision. Qu'est-ce que la loi 004 dit? Les membres fondateurs deviennent membres effectifs de droit. Et aucun membre effectif n'est supérieur à l'autre. C'est-à-dire, quant à l'Assemblée qu'il faudrait convoquer, ce qu'il faudrait atteindre, c'est la majorité des membres effectifs et non la majorité des fondateurs. Et je vous en supplie, les journalistes, pardon, l'Église du réveil du Congo est une institution, une profession religieuse, quand même détail et respectueuse. Ne nous rendez pas plus bas. En tout cas, c'est très difficile de cautionner ça. Dodo Kamba est soutenu par l'exécutif provincial de l'ERC,
qui condamne cette attitude et appelle à des sanctions. Nous, membres de l'exécutif provincial de l'Église du Réveil du Congo, ville-province de Kinshasa, réitérons notre soutien indéfectible et inaltérable à notre président national, représentant légal, l'évêque général, le prophète Israël Dodo Kamba Balanganaï. Et mettons en garde les imposteurs, les flotteurs de troubles, qui par des faits indéniables ont démontré leur intention de nuire à notre chère institution et à notre cher président évêque général, qui par ses actions visibles et son leadership efficace et clairvoyant est en train d'amener notre institution vers son ascension et son émergence. Ainsi, nous demandons au ministre de Dieu, évêques, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes et docteurs, membres effectifs et associés de l'Église du Réveil du Congo, d'être calmes, de ne pas céder à la manipulation et de ne pas suivre la voie de la dérive. Des signes qui démontrent la division qui règne au sein de la branche confession religieuse, ce qui met en doute la capacité morale de cette structure d'influencer positivement le processus. L'efficacité de l'Église de Réveil, ils se fait sentir tête. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fonctions qui fait, non, c'est le leadership et puis la vision. Nous avons une vision de cette Église, c'est temps prôné depuis longtemps. Aujourd'hui, je crois que les pères ont décidé que les choses reviennent à la normalité. Des scènes devenues fréquentes au sein de cette plateforme. C'est le cas en 2020, avec l'éviction de Sonny Kafuta de ce même poste. Il était reproché au général Rockman de l'armée de l'Éternel d'avoir soutenu la candidature de Ransar Malonda au poste de président de la CENI, candidature rejetée par le régime en place. C'est une manque de considération d'abord pour Dieu, parce que l'Église est régie par la Bible. Et même la procédure biblique n'a pas été respectée. Nous sommes de l'Église du Réveil du Congo. Nous sommes régis par nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Et dans le statut, il n'y a aucune disposition pour destituer, suspendre. Donc c'est non avenu, c'est sans objet, c'est un acte de rébellion. C'est eux qui ont violé le statut. Et c'est lui qui est derrière toutes ces histoires, c'est mon prédécesseur Albert Kankenza, parce que j'ai de preuves. Ce tsunami avait emporté également quelques délégués des confessions religieuses, dont celui des Kimbanguistes, de l'armée du salut et autres. Malgré le renforcement des quelques délégués, le démon de la division n'avait toujours pas quitté cette plateforme lors de la désignation de l'actuel président de la centrale électorale. Faute de compromis, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo avaient décidé de quitter la plateforme. Oui, suite à des désaccords avec les autres confessions religieuses, puis le choix des nouveaux présidents de la CENI, l'Église catholique a décidé de suspendre sa participation à la plateforme des confessions religieuses. Des scènes à en croire certains observateurs, devenues l'ADN des confessions religieuses. Entre ces guerres de positionnement, la crédibilité de cette branche de la société civile n'est-elle pas entachée? C'est très dangereux que d'être derrière quelqu'un qui ne sait même pas où il vous amène. Et qu'est-ce qu'il va faire de vous? Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire la part des choses et la différence? Que nous avons déjà une institution qui nous met tous ensemble et que le reste des plateformes ne peuvent que constituer la force et consolider la position de notre institution pour réaliser des projets ensemble. Est-il toujours raisonnable de laisser aux confessions religieuses la tâche de désigner le président de la CENI? Je suis une machine de guerre. J'ai été préparé depuis mon enfance à livrer la bataille. Na bundana bande kwa famille balonga ngaite. Na bundana bando qui a quartier balonga ngaite. Na bando qui a territoire balonga ngaite. Non, non, et bongo bando qui ba ruta na ba religion, ne balonga ngaite. Cette crise qui secoue le RC n'affectera-t-elle pas l'influence morale de la plateforme confession religieuse pour des élections apaisées? Des questions qui taraudent les esprits et qui méritent des réponses. Est-ce que les confessions religieuses à avoir cette cacophonie qui règne au sein de l'ERC peuvent encore inspirer confiance?
Écoutez, les confessions religieuses sont à l'image de la société congolaise. Un bon analyste peut vous dire que toutes les catégories socio-professionnelles de notre pays fonctionnent dans une cacophonie caractérisée. Regardez les politiques qui sont censés diriger le pays. De la manière dont ils se sont comportés, élus pour 5 ans, remise et reprise, ou passation de pouvoir entre un président entrant et celui sortant, ceux qui étaient élus par le peuple ont fait la transhumance d'une manière aussi éhontée, sans même consulter le peuple qui leur a donné ce mandat. Ceux qui portaient Joseph Kabila hier, aujourd'hui portent Félix Tshisekedi avec autant de facilité, sans avoir eu le quitus du souverain primaire. Regardez nos artistes et musiciens. Citez-moi un seul groupe qui se comporte d'une manière cohérente, sans division, pendant, allez, minimum 5 ans. Depuis 1960. Il n'y en a pas. Et je reviens maintenant aux religieux dont il est question ici. Mais écoutez, les religieux, enfin, ils sont religieux parce qu'ils sont estampillés religieux. Ils ne font pas la différence. Est-ce que les pratiques que nous constatons au jour le jour dans ces milieux, bluff, mensonges, des prédications, on va dire, matérialistes, des divisions, des concisions, de la politisation à outrance, de la prédication, plutôt de la chose religieuse, spirituelle. Non, moi ça ne m'étonne pas. Moi j'ai reçu Dodo Kamba il y a 3 jours, il s'est expliqué qu'effectivement ils sont une ASBL avec un règlement d'ordre intérieur, avec la loi qui régit notamment les associations, que c'est l'Assemblée, ordinaire, générale ordinaire ou extraordinaire, peut décider de la destitution, etc. Mais en réalité, qu'est-ce qui se cache derrière? Lorsque Félix Tshisekedi arrive, il devait avoir ses propres pasteurs, il devait avoir ses propres gens, il faut avoir les gens qui peuvent mobiliser pour lui. Donc les exits Kafuta et compagnie. Les mises en place, suivant tout cela. Maintenant, on sent que la campagne électorale est en train d'arriver et qu'il y aura des flux financiers là-dedans. Qui va contrôler ces flux financiers? Qui est influent autour du président de la République? Tout se joue à ces niveaux-là. Et donc, rien n'est nouveau sous les soleils. Donc vous pensez que le leadership au sein de l'ERC joue derrière, en fait, on va dire, le chef de l'État? Bien évidemment, tout est question de pouvoir et d'argent. C'est fait à dessein? Tout est question de pouvoir et d'argent. C'est lui qui avait opté pour Malonda, comme il ne faisait pas l'affaire du régime, il a été exité. Kafuta, on a mis Kamba. Kamba, à un moment donné, il s'est trop approché du président Tshisekedi et que Tshisekedi trouvait qu'il faisait l'affaire parce que Kadima a été installé, les choses allaient plutôt dans le sens de galvaniser pour la campagne, mais autour du président Tshisekedi, il y a d'autres religieux qui ne veulent pas que ce leadership reste l'exclusivité des Kamba. Et donc Dodo Kamba n'est plus l'homme à faire pour le chef de l'État, on l'évince? Peut-être pas pour... enfin, je ne pense pas que c'est le président lui-même qui demande à ce qu'il soit changé, mais les intérêts, ou si vous voulez bien les contingences autour du président Tshisekedi font que les chaises musicales bougent parfois sans que le président ait donné le mot d'ordre. Alors cette crise de leadership, on l'a suivi, d'ailleurs même avec Sonny Kafuta qu'on a suivi également tout à l'heure, finalement c'est très souvent au sein de l'ERC. Est-ce qu'à contradiction, les confessions religieuses des musulmans ou l'Église catholique ne sont pas plutôt en modèle? Très souvent... Ils sont, on va dire, un peu plus stables que les autres. Les catholiques, c'est l'histoire. C'est Rome. C'est Maloula, c'est Mosengo, c'est... Plus organisé, plus structuré? Oui, mais parce qu'ils ont une structuration plus ou moins... c'est la colonisation, l'Église catholique, c'est mondial. Les protestants, c'est la même chose. Et donc, ils sont un peu plus structurés sur le plan international. Les églises de réveil, en réalité, c'est quoi? Ce sont des mouvements épisodiques, on va dire conjoncturels,
Autrefois, il y avait le mouvement charismatique. Ensuite, il y a eu maintenant toutes les tendances. Les protestants et autres. Qui viennent soit d'Afrique, Algérie, enfin, Nigeria, soit qui viennent d'obédience israélite, soit qui viennent des États-Unis. Vous voyez qu'il y a même, on parle maintenant des dadis, tout ça. Donc il y a une influence des anglo-saxons dans les chefs de tous ces gens qui fait que si vous êtes un cartésien qui réfléchit un peu mieux, il y a une dose, une l'once de vérité assez mince par rapport à la vérité qui doit être distillée auprès de l'opinion qui ne se retrouve pas aujourd'hui. Quand vous voyez un pasteur en train d'insulter un artiste, un musicien de renom comme Papa Wemba, comme les autres, il y a matière à... Alors, on va quand même répondre à... Je vous pose cette question qui a été posée justement dans ce reportage. Est-ce que vous pensez qu'avoir toute cette cacophonie au sein de l'ERC, finalement, il faudrait une fois de plus confier la désignation du président de la CENI aux confessions religieuses? Moi, je ne suis pas d'avis qu'il faut associer les religieux dans la gestion de la chose publique. Je ne suis pas d'avis. Depuis Sun City, le fait qu'on ait dit... Bon, d'abord... À la conférence nationale souveraine, on avait commencé par demander à ces gens, comme ce sont les bergers, on va appeler ça comme ça. Ils ne sont pas moindres. Écoutez, on a dit voilà, on avait commencé avec l'église protestante, Kalonji Mutambaye. C'est lui qui avait commencé à présider la conférence nationale souveraine. Ensuite, c'est l'église catholique, avec Mosengo, jusqu'à ce que nous est venu balayer un peu tous ici. Quand on repart au niveau de Sun City, on dit oui, c'est la société civile influente, elle peut jouer aussi le rôle. C'est Malou Malou, encore un religieux qui a été pris pour s'occuper des élections parce qu'on disait que c'était l'église au milieu du village. Il y a eu une dose de politisation de l'église, pour ne pas dire on a caporalisé les âmes ou la manière de fonctionner dans notre société, que cette politisation est devenue aujourd'hui à la base de la mégestion de notre société. J'explique. Nous sommes un pays laïque. La Constitution ne dit pas que la RDC doit avoir une mainmise des confessions religieuses sur la gestion de la cité. Nous sommes un pays laïque. Explique-moi pourquoi chaque activité politique doit faire l'objet d'une prédication. Est-ce que ça va être vu comme une mainmise ou une collaboration? C'est plutôt des collaborations, des partenariats, pas des mainmises. Un État laïque reste un État laïque. Ils sont associés. On peut les convier en tant que partie intégrante de la société, mais pas leur donner les clés de la gestion de la cité. La mission soi-disant prophétique dont on parle assez très souvent, fait souvent l'amalgame avec la gestion réelle de la cité. Lorsqu'il s'agit de l'argent, notamment pour les élections, c'est là où vous voyez que les gens montent au créneau. La CENI, c'est beaucoup d'argent. Et est-ce qu'on va laisser Dodo Kamba gérer la mobilisation, etc. Même si les uns et les autres ne reconnaissent pas qu'on leur donne de l'argent, mais il y a l'argent qui circule. Qui circule, oui. Voilà. Alors, dernière question, est-ce que cette situation finalement ne vient pas conforter ici une certaine opinion qui penserait que l'Église, d'ailleurs vous l'avez dit indirectement, que finalement la politique n'est pas l'apanage des religieux? Mais bien évidemment, les religieux devaient rester à leur place, mais regardez, il y en a même qui sont candidats président de la République, il y en a 2 ou 3. Pouta Contario, l'Église catholique a par exemple démontré... que c'est lui qui m'a dit de venir faire ça. Non, notre société est malade de ses leaders, malade de ceux qui pensent la diriger, sur des valeurs essentiellement rétrogrades. On n'apprend pas le travail, on n'apprend pas l'effort, on n'apprend pas la vérité, on n'apprend pas la corruption. La lutte contre la corruption. On en parlera, si vous voulez bien, dans le 3e dossier sur la justice. Parce qu'il s'est distribué de l'argent dans ces milieux. Et cet argent, indûment gagné, et c'est avec ça qu'on fait chanter les âmes. Et c'est pas bon. Nous allons prendre le dernier dossier.
Où va la justice en République démocratique du Congo, pilier pourtant de l'état de droit tant souhaité par le chef de l'État? Des procès s'enchaînent, des politiciens qui sont pris en étau, puis le verdict laisse perplexe. Le manque de preuves arrête d'ailleurs certains processus. L'opinion ne s'explique pas les règles du jeu. Le pouvoir judiciaire ne rassure pas le peuple quant à son impartialité. Je vous propose ici de suivre ce dernier dossier. La justice congolaise, une nouvelle fois, est à l'épreuve de l'état de droit, surtout en cette période électorale qui ne lui pardonne l'encartade. Les rentrées judiciaires à la Cour de cassation et à la Cour constitutionnelle, deux instances sur le banc des accusés par une certaine opinion sur le fait de corruption et de poursuites judiciaires contre, dans la plupart des cas, les personnalités publiques dont les opposants en général, la société civile, voire le journaliste, et même les proches du chef de l'État qui n'échappent pas aux reproches. À la rentrée judiciaire, le procureur et les premiers présidents de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire ont reconnu quelques entraves au fonctionnement de la justice, comme l'avaient soulevé les magistrats suprêmes avant la révocation et nomination de nouveaux magistrats. En accompagnement à ces signaux forts, le premier président Élie Léon Domba, qui avait dénoncé la corruption, l'indiscipline, les trafics d'influence et les moyens dérisoires alloués au pouvoir judiciaire pour son fonctionnement, ainsi que dans une certaine mesure quelques dispositions légales qui suscitent des obstacles à la justice, facteur de sous-développement, a affiché sa détermination à lutter contre la corruption dans la magistrature, notamment par la dénonciation soutenue par des preuves, en vue de faciliter la sanction des auteurs de ces fléaux et la réactivation des chambres disciplinaires. Quant aux magistrats, la finalité est de rendre aussi responsables les magistrats pour des éventuels abus et excès de pouvoir. Confiant aux saintes écritures de la Bible, qui proclament dans Proverbes, chapitre 14, verset 34, je cite, « La justice élève une nation », vous avez tenu, en votre qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, à honorer de votre haute présence l'audience solennelle et publique de ce jour, perçue par la magistrature congolaise tout entière comme symbole fort de votre engagement d'ouvrir une nouvelle page de la justice. La Chambre de cassation, qui montre son ambition de redorer les blasons ternis de la justice, a la responsabilité de qualifier et condamner les infractions de propagation de faux bruits selon l'article 199 du Code pénal congolais, qui réprime toute information de nature à alarmer, inquiéter ou soulever la population contre les autorités. L'un des griefs critiques par l'opinion tant qu'il touche des personnalités assez connues, l'opposant Jean-Marc Aboun, condamné à 7 ans de servitude pénale, soit plus de 2 fois le réquisitoire du ministère public de 3 ans sur cette affaire. Cette même propagation de faux bruits est reprochée au journaliste Stanis Boujakera en prison. Le tribunal des grandes instances de la Gombe l'accuse d'avoir propagé de faux bruits et falsifié la signature des services de renseignement dans le dossier lié au meurtre de l'opposant Chérubin Okende, dont les enquêtes ont été ouvertes par le parquet de la Cour de cassation avec l'appui des enquêteurs sud-africains, belges et onusiens. Présentement se trouve entre les mains de la justice les premiers suspects. Le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parquet des grandes instances. Les premiers éléments qui seront révélés seront portés à votre connaissance dans les heures qui viennent. Jusqu'ici, le seul suspect, garde du corps du défunt, dont le corps est toujours à la morgue, a été transféré à la prison centrale de Makala. Sans définir le concept faux bruit, le législateur congolais donne le feu vert à la restriction de la liberté d'expression, estime les associations de droits de l'homme. Une infraction responsable des cas en atteinte à la liberté d'expression avait été répertoriée par les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme en 2015. En son temps, Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur de la société civile, hostile au pouvoir de Joseph Kabila, était emprisonné pour notamment propagation de faux bruits. Jusqu'en province, cette infraction a fait des victimes. Début 2021, en Ituri, sous état de siège, le journaliste Abdoul Lazo de la RTNC Bunia a passé une nuit en détention pour avoir partagé un message dans un groupe WhatsApp, message qualifié de faux bruit. Le 25 novembre 2021, le militant Luc Malembe, accusé de faux bruit, a été transféré à la prison orientale par la justice militaire. Pour des propos jugés irresponsables et potentiellement dommageables contre les vice-premiers ministres en charge de la défense, le député provincial Mike Mukebai a été poursuivi.
Autour du président de la République, son ex-conseiller privé a été poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, trahison et propagation de faux bruits. Ces différents exemples illustrent pour les défenseurs de droits humains la nécessité pour les législateurs congolais de donner l'éclairage sur cette infraction qui s'apparente à une arme de répression contre les acteurs politiques, les membres de la société civile, voire de la presse. Nous posons la question de savoir est-ce que nous devons changer notre métier. Nous dénonçons les poursuites dont les journalistes sont actuellement victimes dans notre pays et qui constituent une tentative autocratique de réduire au silence toutes les voix dissonantes et d'empêcher des journalistes indépendants de mener leurs activités. Il y a là aussi des questions sur la liberté de la presse. Nous y tenons, c'est une valeur cardinale à la démocratie, mais c'est aussi une liberté qui ne donne pas un blanc-seing, comme on aime le dire parfois, à la désinformation ou à l'instrumentalisation. Le candidat président Matata Ponyo, poursuivi par la Cour constitutionnelle dans l'affaire de détournement de plus de 15 millions de dollars américains dans le dossier Bukangalonzo, a été une fois menacé de poursuite pour des faux bruits par les ministres des Finances au sujet des présumées créances des études des marchés réalisées par son cabinet d'études Congo Challenge. Alors qu'il séjourne en Europe pour des raisons de santé, cet ancien Premier ministre a été apte à comparaître au cours de l'audience que la Haute Cour tiendra avec ou sans lui. Entre-temps, sa candidature à la présidentielle de décembre retenue par la CENI est transmise à la Cour constitutionnelle pour validation définitive. Dans l'impératif de la sauvegarde des droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu citoyen congolais de jouir de tous ses droits lui garantis par la Constitution. Critiquée par une partie de l'opposition au pouvoir, cette plus haute juridiction du pays dit réitérer sa position de jouer pleinement sa partition du serviteur de droit et d'impartialité sur la gestion du processus électoral et de ses contentieux. Du reste, inévitable phase dans un contexte électoral très critiqué et où même la désignation des membres de cette même cour est remise en cause par une opinion. Les élections. En République démocratique du Congo, l'article 5 de la Constitution, au-delà de l'affirmation que tout pouvoir émane du peuple, attribue à la loi la prérogative de fixer les conditions d'organisation des élections et du référendum, et l'article 161 alinéa 2 du même texte fait de la Cour constitutionnelle les juges du contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum dans le but de garantir la régularité et la sincérité de l'élection. Corruption, traitement salarial, entrave à la justice, trafic d'influence, présumé favoritisme d'un camp contre un autre, la justice congolaise qui a soufflé un nouveau vent avec l'entrée de nouveaux magistrats fait l'objet de critiques minutieuses du monde, surtout sur la gestion du processus électoral. Là où la justice stagne, la volonté politique peut agir, les cas de la libération des prisonniers politiques, souhaités en cette période pour contribuer à décrisper les climats politiques. Les prochains législateurs, le peuple qui s'apprête à leur confier le prochain mandat, n'a-t-il pas droit à la revisitation dès que les infractions dont la propagande de faux bruits? Jean-Marie Kassamba, question transversale, est-ce que vous faites confiance à la justice congolaise? Mais le président de la République lui-même a dit que la justice élève une nation. On dit qu'il faut avoir peur de Dieu et de la Constitution, des lois. On dit aussi que seule la justice sous-tend le bon fonctionnement de la cité. Qu'est-ce qu'on constate dans notre justice? La politisation, la caporalisation. Mais nos magistrats souffrent. Moi, je plaide pour que nos magistrats restent indépendants. Mais ils souffrent parce que il y a un phagocytage de cette justice, chaque jour qui passe, qui rend même ces professionnels du droit dans une position inconfortable. Ils sont les premiers à être invectivés, à être pointés du doigt
qui tuent la justice, mais ceux qui détiennent le pouvoir les instrumentalisent, ou si vous voulez bien, les utilisent quand leurs intérêts sont en jeu. Justement, est-ce que ça ne justifie pas, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs c'était lors de l'allocution du premier président de la Cour de cassation qu'il a dit, qui a d'ailleurs fait un plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des professionnels du droit. Est-ce que vous pensez que cette politisation n'est pas à la base justement de la non-amélioration des conditions de vie? Entre autres, parce qu'une justice indépendante avec des moyens suffisants peut se passer de la main qui donne, de la main qui nomme et de la main qui peut même vous mettre dans des postes juteux et de la main qui peut même vous orienter vers des affaires qui peuvent vous produire des moyens suffisants. Que voulez-vous des magistrats qui arrivent en poste pauvre et qui voient qu'il y a des affaires qui peuvent générer 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $ et qui peuvent s'acheter une maison, une voiture ou des costumes, quand il sait que sa survie, ou plutôt sa durée de vie à ces postes est relativement courte. On vire les magistrats tous les 6 mois, tous les 3 mois, tous les ans. Qu'est-ce que font les êtres humains pour survivre, ou plutôt pour exister? Ils essaient de profiter de leur présence à tel ou tel poste pour se faire une petite santé. Mais quand vous allez dans nos tribunaux, regardez les conditions dans lesquelles nos magistrats travaillent. Leurs bureaux, les dossiers ne sont même pas informatisés, ils n'ont pas la logistique, il fait chaud. Mais lorsqu'il y a des problèmes, ils sont les premiers à être invectivés, à être martyrisés. Il ne faut pas que les politiques disent une chose et son contraire. À quoi vous pensez de leur vulnérabilité? Ils sont vulnérables parce que le pouvoir judiciaire a cessé d'être pouvoir à part entière parce qu'il dépend désormais de l'exécutif. L'exécutif nomme, l'exécutif peut vous dégommer, peut aussi vous faire chanter ou peut vous donner des directives pour traiter tel ou tel dossier. Mais là, les discours publics et autres. Non, moi je n'interviens pas, non, il n'y a pas d'interventionnisme. Mais quand les conseillers appellent, quand la famille appelle, quand les gens du pouvoir appellent, quelquefois les magistrats qui résistent, ils se voient déposséder du dossier. Lorsque le magistrat constate qu'il y a un membre de l'exécutif ou du pouvoir qui est trempé dans une affaire, il va se saisir de cette affaire, on l'appelle, on dit, monsieur, ce n'est pas le moment, laissez celui-là, il est un point focal, un point important du pouvoir. Alors, la politique, on va le dire, hein, vous entendez finalement, la politisation de la politique dans notre pays a beaucoup fragilisé la magistrature. La politique est au-dessus de la justice en RDC. La politique caporalise tout, malheureusement. Est-ce que finalement les efforts fournis par le chef de l'État, notamment avec ces 5000 nouveaux magistrats qui ont en fonction, ne donnent peut-être pas une lueur d'espoir? Je vous rappelle que Joseph Kabila avait à son temps, allez, je ne vais pas utiliser le mot chasser, mais remercier et envoyer certains à la retraite. À la retraite, oui. Plus de 3000 magistrats. Il en a nommé d'autres, et puis il y a eu de recours pour dire non, non, celui-là on peut le repêcher, etc. Voilà. Et après, avant même qu'il parte, il avait encore changé. Félix Tshisekedi a changé 2 ou 3 fois. Tout n'est pas dans le mise en place. Tout doit être fait dans l'approche, dans l'équipement, dans le suivi, dans la séparation du pouvoir. Le changement n'est pas d'abord d'homme, mais du système, c'est ça? Non. Vous savez, lorsqu'on parle là des séparations de pouvoir, l'exécutif, le judiciaire, le législatif, nous sommes les 4e pouvoirs à la presse. Il faut que ça soit effectif. Ça ne l'est pas. Lorsque vous voyez la Chambre des représentants qui devient une caisse de résonance, qui ne contrôle pas, qui n'est pas autorité budgétaire d'une manière effective, il y a matière à se poser des questions. Lorsque vous voyez le pouvoir judiciaire qui consulte à chaque fois qu'il est nécessaire de prendre une décision, quelquefois courageuse,
il y a matière à se poser des questions. Dernière question, en période électorale, les contentieux électoraux pointent à l'horizon. Oui. Avec ce système, avec l'appareil judiciaire tel qu'il se présente aujourd'hui, vous pensez qu'il y a à craindre? Moi, je pense qu'on a des bons magistrats. J'en connais quelques-uns. Allez, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, c'est un très bon magistrat. Je ne dis pas parce qu'il est de mon village, mais c'est quelqu'un de très bien formé, une certaine probité, etc. Mais en tant que le patron du Conseil supérieur de la magistrature, est-ce qu'il a les épaules et les coups des franches pour prendre des décisions, notamment disciplinaires? Je viens de faire des mises en place il n'y a pas longtemps. Ouais. Est-ce que ça sera respecté, ça sera en quelque sorte dans le sens du discours affiché? Est-ce que les contentieux financiers, ou plutôt électoraux, les contentieux qui vont avoir lieu dans pas longtemps, oui, vont tenir compte de la diversité, de la démocratie, de l'équité, comme qui dirait, de l'impartialité? Où on va aller dans les sens, il faut donner la majorité présidentielle au président sortant, il faut conforter les pouvoirs en place. Jean-Marie Kassamba, je rappelle que vous êtes le patron de Télé 50, mais également président sectionnaire de l'Union nationale de la presse au Congo. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous. Je profite de votre plateau pour signaler qu'à partir de cette semaine, c'est-à-dire à partir de ce lundi, nous allons entamer une tournée des rédactions ici à Kinshasa pour à la fois les sensibiliser par rapport à la période que nous allons aborder bientôt, mais également nous préparons bientôt notre congrès extraordinaire des refondations de l'UNPC, et donc je vais passer rédaction par rédaction pour les rapporter des textes légaux et réglementaires et puis leur expliquer comment ils doivent se comporter en cette période, parce que nous sommes là un peu comme leur bouclier par rapport à des situations parfois incongrues qui peuvent arriver à tel ou tel journaliste. Notre rôle, c'est à la fois de les protéger, mais aussi de les orienter vers une certaine presse indépendante. Et encore une fois, penser pour Stani Boujakera, qui est encore aujourd'hui en prison, je pense d'une manière que nous n'avons pas toujours acceptée. Nous continuons à les défendre, à les soutenir, et je pense que sa place n'est pas en prison. L'UNPC a la commission de discipline qui peut le juger, et nous réitérons encore ce que nous avons dit autrefois, il faut les sortir de prison. Il y a une mobilisation générale, internationale, au profit de Stani Boujakera, et je pense que le sortir de là, ce ne serait que justice pour un pays qui se dit démocratique et qui a envie d'être compté dans les conseils des nations comme un pays qui respecte les droits et libertés en matière d'expression. Toute notre solidarité à notre confrère Stanis Boujakera et également. Bienvenue déjà pour cette semaine dans les locaux de B1 Télévision. Je vous en prie. Fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Clin d'œil particulier à tous ceux qui nous suivent à Goma dans le Nord Kivu.